qui se connectent. Ah oui, d'accord, sans ok. sortir ton téléphone, Ouais. ou d'aller sur ton ordi. Ils préconisent 2 à 3 minutes et moi je fais 1 minute parce qu'au bout d'un moment. Bon, voilà, on est de retour au salon, au Production Forum, le salon des tournages. On va avoir le plaisir de recevoir Morgane Baudin, qui représente la société Pixetic, pour nous parler encore une fois d'écologie. On est toujours dans ce fil rouge, hein. On va continuer, je pense, encore pendant peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, de parler production responsable. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager les vidéos. Posez vos questions dans le chat est comme à chaque fois actif. Et on attend une petite vingtaine de secondes pour laisser aux dernières retardataires le temps de se connecter. Et puis on y va. Ok, bon allez on va y aller. Bonjour Morgane, merci de nous avoir accordé un moment pour parler production responsable. Est-ce que dans un premier temps tu pourrais te présenter et ce que j'aimerais aussi, Pixetic est une société qui existe depuis peu de temps, présenter aussi ton parcours. Oui, et la prise de conscience, toutes ces choses-là. Alors donc je suis Morgane Baudin, j'ai cofondé Pixetic, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, dont le but c'est d'inspirer un monde plus durable grâce au super pouvoir des films et des séries. Voilà, et à côté je suis aussi consultante en éco-production audiovisuelle, et donc c'est par là que j'ai commencé en fait, pour parler un peu de mon parcours. Au début je voulais être productrice de cinéma parce que je voulais changer les choses, parce qu'en fait en racontant des histoires, et surtout des histoires en vidéo, on a un pouvoir énorme sur les imaginaires des gens en fait. Et donc je voulais être productrice pour ça, sauf qu'en fait être productrice, ça demande avant que le film arrive au public et qu'il arrive réussi au public qu'il faut et au public qui va faire changer d'avis sur des sujets, il faut 5 ans. Voilà. Et en même temps j'étais de plus en plus consciente des enjeux climatiques et sociaux, et du coup l'urgence elle était là, et c'était pas dans 5 ans qu'il fallait avoir un impact, c'était tout de suite. Et donc je me suis demandé là où je suis dans cette industrie, comment on peut avoir un impact. Et donc là j'ai découvert l'éco-production audiovisuelle à travers les pays anglo-saxons en fait, parce que j'étais en Angleterre à ce moment-là. C'était il y a combien de temps à peu près? C'était en 2015. D'accord. Je pense, ouais. C'était en 2015. Est-ce que tu peux nous parler un peu des anglo-saxons justement? Oui, alors les anglo-saxons. Donc ils ont une approche vraiment beaucoup plus business de tout ce qui est éco-production, alors que nous en Europe, on a toujours cette idée un peu philosophique, politique plutôt de ces sujets-là. Et donc en fait là-bas ça passe vraiment par les sociétés, par exemple les studios américains qui se sont emparés direct, parce qu'en fait de par le fait qu'ils étaient des gros groupes, par exemple Sony, ils produisent, avant de produire des films, ils produisent des appareils, etc. Donc vraiment ils se sont dit on tombe sous des régulations qui nous demandent d'avoir des rapports RSE, qui nous demandent de calculer notre impact. Donc en fait il faut qu'on le fasse pour toutes nos filiales, dont les filiales audiovisuelles. Et donc ils ont tous depuis assez longtemps un sustainability manager qui calcule l'impact, essaie de le réduire. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils travaillent aussi tous ensemble dans des initiatives communes. Donc aux États-Unis, il y a PGA Green, qui est du coup les producteurs, l'association des producteurs, qui se sont mis tous ensemble pour trouver des solutions, travailler avec les studios. Et donc c'est assez chouette de voir qu'en fait finalement l'écologie c'est vraiment un sujet sur lequel ils sont tous ensemble et ils travaillent collectivement, parce qu'il n'y a que collectivement qu'en fait on peut trouver des solutions. Et je ne sais pas si c'était l'historique, mais à partir de quelle année à peu près ils ont commencé à s'intéresser aux questions de... Je pourrais dire pour l'Angleterre, pour les États-Unis, je ne sais pas trop, ça au moins depuis fin des années 2000. D'accord, donc ils sont vraiment beaucoup plus en avance que nous sur ces questions. Je pense, en France aussi, on commençait dès 2010, même avant, un peu avant 2010, TF1, la région Île-de-France, ils sont intéressés, on crée EcoProd qui a grossi. Donc nous aussi, en fait, à ces moments-là, on était aussi conscients de tous ces enjeux. C'est juste qu'on n'a pas choisi les mêmes chemins, et ce n'est pas forcément les mêmes acteurs qui sont emparés de ces enjeux-là, en fait. Et en Angleterre, c'est vraiment les chaînes de télévision, puisqu'en fait là-bas, mais en fait tout est lié à l'écosystème. Comme eux, c'est plutôt la télévision plutôt que le cinéma qui en fait produit. Là-bas, c'est les chaînes de télé, c'est BBC, c'est Sky, ITV qui sont mis tout ensemble. On dit ok, il faut qu'on se mette tous ensemble, qu'on crée une sorte d'éco-prod à l'anglaise qui en fait va nous aider à trouver les outils, les acteurs qui vont nous aider à nous développer. Et à l'anglo-saxonne, ils ont fait vraiment une méthode Lean Startup. Ok, on teste des trucs, on le tente et on voit si ça fonctionne et on s'améliore en amélioration continue comme ça.
Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est Albert qui est du coup le représentant. Voilà, c'est vraiment une émanation des chaînes. Et de l'autre côté, on a aussi parce que, et du coup c'est ce qui montre que l'Angleterre c'est vraiment une sorte de mix entre l'Europe et le monde européen et le monde anglo-saxon des États-Unis. Il y a aussi par exemple la région de Film London qui fait des outils qui sont très peu chers, qui sont accessibles aux productions. Voilà, donc en Angleterre il y a un peu ces deux philosophies-là. C'est hyper intéressant ce que tu nous racontes. C'est vrai qu'on a peu d'historique comme ça et sur les autres pratiques et c'est intéressant. Comment tu as fait pour accéder toi à toutes ces informations? Est-ce qu'il y a des informations qui sont disponibles facilement ou pas? Oui, les informations en fait, une fois qu'on creuse, elles sont toutes là. Est-ce qu'il y a des forums européens par exemple qui traitent d'écologie sur les tournages de production responsable? Alors déjà il y a un projet européen qui s'appelle Green Screen qui a commencé il y a 3 ans maintenant, qui rassemble plusieurs régions européennes et qui a fait tout ce travail en fait d'aller voir dans toutes ces régions européennes qu'est-ce qui se faisait déjà et de tout ramener et donc il y a le site greenscreen.eu sur lequel il y a beaucoup de ressources en fait. Et ce qui est un peu frustrant, c'est qu'en fait quand on découvre les coproductions, on se dit je vais aller voir tout ce qui se fait un peu partout en Europe. Mais en fait, tout ce travail d'aller chercher tout ce qui s'est déjà fait, ça existe. Donc ne passez pas ce temps à aller rechercher qui en Europe, quelle commission du film fait quelque chose. Ça existe, il y a des acteurs qui l'ont fait. Il y a Cineregio, c'est l'association de tous les fonds de soutien européens qui ont aussi fait des documents dans lesquels il y a toutes les initiatives qui existent en Europe. Voilà, donc tout ça existe. Donc si c'est de l'information que vous cherchez, voilà, vous pouvez par exemple aller sur le site de Green Screen, aller chercher, il y a un signpost donc où ils ont mis tout ce que faisait avec les liens, etc. Okay. Ouais. Écoute, c'est super, toutes ces informations. Est-ce que tu pourrais nous parler, du coup, parce que tu es là pour ça, de parler de Pixetic. Qu'est-ce que c'est Pixetic? Quel service vous proposez? Quel est votre champ d'action? Alors, donc je travaille dans le milieu de l'éco-production et je me suis dit, il faut qu'on réduise notre impact en tant qu'industrie, c'est très important, mais on a un super pouvoir que d'autres industries n'ont pas, qui est en fait de pouvoir influencer les imaginaires collectifs et de faire changer les comportements en positif. Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu plus ce que c'est? Parce que c'est vrai que toi, les imaginaires, le storytelling, moi ça me parle, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent à qui ça ne parle pas forcément. Est-ce que tu pourrais... Je vais donner des exemples. Alors, je vais donner 2 exemples. Alors, un exemple extrêmement frappant que j'adore utiliser parce que ça pourrait pas être plus caricatural entre guillemets. C'est l'exemple du président ukrainien qui en fait est comédien, donc n'a aucune expérience politique. Et en fait, il a été comédien, il a joué un président de la République ukrainienne, en fait un professeur d'histoire qui devient président de la République ukrainienne pendant 4 ans dans l'équivalent de Plus belle la vie ou quelque chose comme ça. Du coup, les Ukrainiens l'ont vu à la télé pendant 4 ans être le président, une sorte de président un peu idéal. Et du coup, 4 ans après, qu'est-ce qu'ils font? Ils élisent ce comédien-là président de la République ukrainienne sans aucune expérience politique. Alors ça, c'est le pouvoir de la fiction audiovisuelle. Et ensuite, si je prends un exemple plus relié, qui était vraiment volontariste, c'était aux États-Unis dans les années 80. Ils ont voulu importer le concept de capitaine de soirée, donc notre Sam en France. Ils se sont dit comment on va faire, parce que personne, on ne connaît pas ce concept. Et en fait, c'est Harvard qui a fait un partenariat avec les gros médias pour en fait introduire ce comportement de capitaine de soirée, je conduis donc je ne bois pas, dans les séries américaines de l'époque. Voilà. Et donc ça pareil, ils ont donc documenté tous les résultats et c'était combiné bien sûr à aussi des spots publicitaires, etc. Mais 10 ans après, ils ont sauvé 50 000 vies sur les routes grâce en fait à l'utilisation de ce super pouvoir de la fiction audiovisuelle. Donc en fait c'est faire du lobbying positif, utiliser les histoires qu'on raconte pour faire du lobbying positif en faveur de l'environnement. C'est ça. Et il y a aussi tout un enjeu, avant de repasser au cœur de Pixetic, tout un enjeu de créer des nouveaux récits en fait, puisque aujourd'hui sur nos écrans on voit comment tout peut aller très mal. Et donc l'effondrement par exemple, la série de Canal+ est un très bon exemple. Et donc ça nous dit vraiment, ok les gars, faut qu'on bouge parce que si on fait rien, voilà ce qui va se passer. Et ça vraiment c'est la peur qui nous fait réagir. Et c'est important parce que la peur est aussi quelque chose qui nous fait réagir et nous fait agir. C'est le but de la peur en fait. Ouais. C'est ça, voilà. Donc la survie un peu. C'est la survie, ouais. Après ça, qu'est-ce qu'on fait quoi? Quels sont les futurs vers lesquels on a envie d'aller? Et ça pour le coup, la fiction ne montre pas forcément d'exemple de monde, alors que ce soit des mondes un peu utopiques, je sais pas, quelqu'un qui imagine quelque chose en 2030 où on n'a plus de voitures un moteur thermique et tout va très bien.
Enfin voilà, on n'a pas ces films-là et on n'a pas ces films qui nous montrent ou alors qui normalisent des comportements. Plus dans les romans peut-être. Oui, les romans, la littérature a pris ça plus à bras le corps. Voilà, et donc en fait c'est aussi comment est-ce qu'on crée ces nouveaux récits. Et du coup, donc ça c'est notre but chez Pixétique vraiment sur le long terme. Et dans un premier temps, à court terme, ce qu'on s'est dit, c'est quel est le moyen pour inspirer un monde plus durable grâce à la fiction aujourd'hui, là. Et on s'est dit, tiens, le placement de produits, c'est quelque chose que, en fait, qui est fait aujourd'hui, c'est un peu toujours les mêmes marques qu'on voit. Et en fait, toutes les solutions que nous, on utilise dans la vie quotidienne quand on essaie d'être plus écolo, on ne les voit pas forcément à l'écran. Alors que y a des gens qui les utilisent, ça existe déjà. Donc la fiction est presque un peu en retard sur la réalité. Et puis même, on aimerait aller encore plus loin et que la fiction montre finalement peut-être quelque chose qui n'est pas encore tout à fait réaliste, mais qui pourrait l'être dans 1 ou 2 ans si on s'y mettait tous. Et donc on s'est dit, voilà, on va proposer du placement de produits à toutes ces solutions éco-responsables et solidaires qui sont là et qui n'ont pas forcément accès pour les intégrer dans les séries. Ce qui veut dire que pour les producteurs, c'est aussi un moyen assez simple finalement, une sorte de porte d'entrée pour commencer à parler écologie dans les récits, puisqu'en fait c'est à travers des marques qui sont un peu des experts de leur domaine, par exemple l'expert du domaine du zéro déchet, et qui apportent une solution directe en disant tiens, peut-être que ton personnage il a un shampoing solide, qui permet ensuite de re-questionner soit dans ce film-là, soit dans l'œuvre d'après, est-ce que ton personnage est-ce qu'il est écolo, est-ce qu'il pourrait l'être plus, est-ce que ça peut être un ressort intéressant dans la narration ou pas. Voilà, et pour créer en fait des récits réalistes aussi, mais qui montrent un monde plus durable. Et est-ce que tu aurais des exemples un peu concrets tu parlais de l'effondrement. Qu'est-ce qui a été mis en place par exemple sur l'effondrement Alors l'effondrement, c'est encore quelque chose de particulier, puisque c'est un contenu très anxiogène. Et le but des marques, surtout qui apportent des solutions, c'est quand même de s'inclure dans des futurs positifs ou des présents positifs où on montre des solutions. Donc c'était compliqué de placer des marques au sein même du contenu. Mais comme l'effondrement a vraiment eu cette démarche d'éco-production sur le tournage et surtout qu'en fait il allait la documenter et que donc il y aurait une possibilité de visibilité pour ces marques-là, on s'est dit on va faire les partenariats sur la démarche zéro déchet. Enfin sur la démarche zéro déchet, réduction de carbone, etc. Donc par exemple on a travaillé avec Day by Day, qui est une épicerie de vrac, pour dire peut-être que votre solution elle peut être mise en place sur les tournages. On a créé ce partenariat où il y avait à la fois des produits en nature et du sponsoring financier pour en plus aider à mieux documenter la démarche et à la pousser encore plus loin. Et du coup, donc, grâce à ça, Day by Day a eu de vraies retombées dans la presse, sur les réseaux et aussi dans le making-of de l'éco-production, dans le générique, etc. Donc il y avait une véritable visibilité qui s'apparentait vraiment à celle du placement de produits, mais qui était sur le tournage cette fois-là. Ce qui n'est pas réplicable pour tous les tournages, puisque tous les tournages ne documentent pas ce qu'ils font derrière la caméra. Non, mais comme quoi, même sur des tournages qui sont effectivement très engagés, comme ceux de l'effondrement, un sujet très engagé, on peut aussi arriver à trouver des partenaires qui correspondent à ce sujet qui est très engagé. D'ailleurs, il y avait un deuxième partenaire sur le tournage de l'effondrement, donc qui a essayé de réduire son empreinte carbone au maximum. Mais bien sûr, comme toute production, en fait, il y a un impact finalement. Et donc, dans ce cas, on a trouvé un autre partenariat avec Pure Projet qui fait de la compensation carbone. Mais au-delà de la compensation carbone, en fait, qui développe des projets d'agroforesterie pour en fait recréer les écosystèmes. Et donc, on a fait un partenariat et donc ils ont compensé en fait les émissions qui restaient après le calcul carbone de la production. Ouais, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être généralisé assez facilement. La compensation carbone pourrait être généralisée sur tous les tournages. Oui, tout à fait. Mais pour ça, il faut aussi de la data. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Donc, il faut qu'il y ait des retours d'expérience, de data, des productions, pour pouvoir avoir des éléments de comparaison. Et puis savoir aussi faire des bilans de carbone. Est-ce que vous avez cette expertise-là ou pas de faire des bilans de carbone dans mes activités de consultance en éco-production, oui. Pas chez Pixétique. D'accord. Voilà, mais oui, c'est quelque chose en fait, auquel il faut penser avant le tournage. Même on en discutait avec une amie productrice ici présente pour qu'en fait, dès le début du tournage, faire une sorte de test pour voir qu'est-ce qui se passerait si je faisais maintenant. Comme ça, on est conscient de tous les éléments qu'on arrive à récupérer sur les tournages pour, en fait, pendant le tournage, aller demander aux figurants, vous avez fait combien de kilomètres, tout ça, pour en fait, à la fin du tournage, avoir toutes les infos et que ce soit très très simple finalement de remplir le calculateur carbone. Ouais, je pense que c'est important de faire ces formations. Moi, je vais la faire justement avec Marina, l'audience qu'on a accueillie tout à l'heure, là, dans pas longtemps, pour justement prendre conscience précisément, mettre des chiffres précis sur nos actions au quotidien dans les tournages.
il y a qu'en voyant les... Alors voilà, moi je ne veux pas le cacher, beaucoup de gens le savent, j'ai été régisseur général de l'effondrement et on a fait, il y a eu des bilans carbone qui ont été faits et j'ai fait beaucoup de reporting moi de kilomètres parce que la régie on a un impact en termes de kilomètres et je ne l'avais jamais fait vraiment et c'est vrai qu'en faisant les totaux des kilomètres de son équipe, on arrive à des chiffres très vite assez hallucinants et c'est là qu'on prend conscience des choses. Et moi, j'ai vraiment pris conscience que avoir de la data, c'était hyper important, avoir des données pour avoir un retour d'expérience et faire des comparaisons, mais aussi pour soi, en tant que chef de poste, prendre conscience de notre impact. Ouais. J'ai un exemple d'une amie qui me disait je veux faire des vacances écologiques, donc je vais prendre mes couverts, etc. pour qu'on soit zéro déchet. Et je lui dis bah ouais mais tu vas comment là-bas? Ah bah en avion. Mais attends, faut que tu reviennes chercher ta fille en France. Ah bah oui, on va faire l'aller-retour en avion pour venir la chercher. Donc en fait, tu vas faire 4... voilà. Et en fait, c'est juste avoir une idée des ordres de grandeur pour savoir vraiment où, si tu dois prendre une seule action, tu auras finalement vraiment de l'impact en fait. Et ça, en fait, c'est parce qu'on a un manque d'informations et on ne sait pas trop qu'est-ce qui... Enfin, c'est très abstrait hein, le carbone. Donc qu'est-ce qui a vraiment un impact et sur quoi on peut vraiment jouer. D'où l'intérêt de faire le calcul carbone avant. Ouais. Et tu parlais, alors je reviens sur développer les imaginaires, tu dis que c'était dans votre objectif à moyen terme. Concrètement, développer les imaginaires, ça veut dire quoi? Alors évidemment, c'est être en lien direct avec le scénariste ou le réalisateur scénariste pour intégrer ces notions de responsabilité environnementale dans le scénario. Ouais. Alors pour nous, il y a vraiment deux axes de travail. C'est soit, en fait, on veut faire passer des messages, mais de façon presque subliminale, donc dans la normalisation de comportements, dans des histoires qui peuvent ne pas du tout être écologiques. Donc ça va être, je sais pas, une comédie pour les jeunes. Par exemple, voilà, là, on a travaillé avec une série pour France Télé qui s'appelle Derby Girl, qui va bientôt sortir. Et là, on a fait donc du placement de produits vraiment dans le contenu. C'est une série qui parle beaucoup de thèmes féministes, sociaux, etc., mais pas tant d'écologie. Mais voilà, le chouchou porte-bonheur du personnage principal est en fait un chouchou fait par une petite marque française, fait en France avec des matériaux écologiques, etc. Et en fait, donc c'est une petite touche d'écologie dans un film qui ne l'est pas forcément. Donc ça, c'est vraiment une normalisation. C'est normal pour un personnage principal qui est pas qui est même pas, en fait, c'est pas le sujet si elle est écolo ou pas. C'est juste, c'est normal pour une fille de 25 ans d'aujourd'hui d'avoir un chouchou qui est fait en France et qui est écolo, quoi. Ça, c'est un peu la première façon dont on peut montrer que en fait, c'est possible d'être écolo. C'est normalisé. Tout le monde recycle, tout le monde met son mégot dans un cendrier de poche. Voilà. Ça, c'est le premier axe d'action et c'est tout aussi important parce que ça va fonctionner vraiment sur un peu l'inconscient, quoi. Voilà. Et après, il y a l'autre axe d'action qui est beaucoup plus volontariste, qui est là, on va faire des fictions qui parlent vraiment de futur durable de façon beaucoup plus montrée, quoi. C'est le personnage principal va être écolo et on va parler de ça. Et donc là, c'est un travail qu'on peut faire en amont avec les scénaristes pour réfléchir, qui ne doit pas être une contrainte en fait, mais qui peut être un bon levier pour réfléchir, en fait, une sorte d'inspiration, une sorte de contrainte pour réfléchir à voilà. Comment est-ce qu'on peut avoir un impact sur notre film? Comment on peut le rendre encore plus réaliste par rapport aux enjeux d'aujourd'hui? On a tous un pote qui est végétarien ou vegan, voilà. Est-ce que finalement notre film représente ça? Voilà, il peut y avoir plein de pistes de réflexion pour tester un peu le scénario et voir en fait si c'est une autre manière de stimuler les imaginaires en fait. Ouais, c'est ça. C'est regarder vers un autre horizon qui peut permettre d'être aussi créatif mais avec une autre vision. C'est ça, mais alors pour ça, il faut inventer des choses, donc c'est pour ça que les scénaristes sont les meilleures personnes pour faire ça, parce que c'est créer des nouveaux imaginaires de la science-fiction, en se basant, parce qu'il faut mine de rien avoir des idées voilà, sur des experts qui ont déjà travaillé sur le sujet. Et donc c'est là que c'est intéressant, encore une fois, mais comme dans tous les domaines, de revenir à la transdisciplinarité et le collectif. En fait, c'est aller discuter avec des gens qui travaillent sur quelle sera la ville en 2050, etc., pour s'inspirer et ensuite pouvoir prendre des idées ici et là et les inclure dans un scénario et auquel on rajoute encore plus de créativité, de folie qui pourra peut-être devenir réel, mais auquel voilà, les scientifiques on peut-être pas forcément pensé étant eux dans qu'est-ce qui est possible aujourd'hui de faire, la technologie, des anticipations. Mais très concrètement, quand ça se passe comment ça se passe comme ça, comment il y a un processus particulier, vous avez les scénarios, vous faites des commentaires, parce que je pense aussi moi en termes d'impact. Alors, qui sera complètement invisible pour le spectateur. Il y a des arbitrages, je pense, à faire sur les scénarios, comme
si on fait tel décor plutôt que tel décor, est-ce que j'ai besoin d'utiliser un véhicule qui roule, est-ce que j'ai besoin de faire décoller un avion, est-ce que je suis obligé de faire cette séquence de nuit, est-ce que je ne peux pas la faire de jour, sachant quand on tourne de nuit, évidemment, on a un impact bien plus fort sur l'environnement, sur beaucoup de sujets, notamment sur l'énergie. Voilà. Est-ce que vous intervenez aussi sur ces questions-là? Oui, on peut. Alors donc ça change un peu. C'est-à-dire que dans le cas où on fait du placement de produit, le producteur est vraiment notre partenaire. On travaille avec lui pour notre cliente qui est la marque à impact positif. Et donc dans ce cas-là, voilà, notre rapport au producteur est vraiment le partenaire. Et là, il peut nous contacter 6 à 2 mois avant le début de la prépa et du tournage pour réfléchir à quelle marque on pourrait mettre. Si on peut travailler avec la production bien plus en amont que ça, et donc ça on intervient sur le travail, sur le scénario et comment on améliore le scénario en ajoutant, par le biais de tous ces thèmes écologiques. Et là, dans ce cas-là, on travaille avec le producteur plus tôt, c'est lui notre client. Mais oui, on fait ça à travers des séances d'intelligence collective avec les scénaristes, avec les producteurs, peut-être avec d'autres postes créatifs ensuite. Parce que toujours en réfléchissant parce qu'en fait tout va ensemble en fait. L'écologie ça va avec le social, ça va avec les réductions de coûts, ça va avec le gagner du temps, en fait ça va tout ensemble. Et en fait c'est comment on peut faire plus écolo en racontant mieux les histoires, parce qu'en fait finalement quand on réfléchit, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre un avion, en fait le réalisateur s'il choisit finalement oui j'ai vraiment besoin de mettre un avion, il saura pourquoi bien en amont. Du coup il aura aussi préparé, on est sûr que cette scène-là ne se fera pas au montage, donc le coût qu'il aura mis dans l'avion sera vraiment rentable, on pourra s'y prendre en amont. Et ça va aussi avec une démarche d'éco-production main dans la main. L'idée c'est vraiment de réfléchir à sa propre pratique et se poser des questions en fait, tout simplement. Oui, tout simplement. Et en fait, nous on est juste là pour apporter des solutions, mais d'abord poser les questions. Et les questions, les réponses, finalement, c'est que les experts, comme en éco-production, comme en nouveau récit, c'est les scénaristes et les producteurs qui ont les réponses en fait, parce que c'est leurs histoires à eux, c'est leur film à eux, et c'est eux qui savent ce qu'ils veulent délivrer comme message à la fin. Ok, écoute, c'est passionnant tout ce que tu nous racontes. Est-ce que, je vais terminer sur une ouverture un petit peu, tu aurais un conseil à tous les techniciens, tous les jeunes producteurs, surtout parce que toi tu es surtout en relation avec les producteurs, les scénaristes. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire pour les inciter à tendre vers quelque chose de plus vertueux? C'est juste être curieux et aller se renseigner. Et je pense et faire des recherches, mais en fait je pense que les scénaristes et les producteurs ont l'habitude de faire des recherches de toute façon quand ils traitent de tel sujet ou de tel sujet. Donc c'est aller s'intéresser à un sujet qui les intéresse et aller décortiquer un peu. Et c'est pas parce qu'on parle on se dit il faut parler d'écologie et de montrer que c'est possible, etc., qu'il faut que tout soit positif et que ce soit une utopie, etc. Au contraire, on a besoin d'aller questionner des nouveaux modes de fonctionnement. Tiens, on va tous aller vivre dans un éco-hameau écolo, etc. Là, je pense qu'il y a plein d'histoires à raconter, parce que je pense que ça ne va pas être si facile que ça et si utopique que ça de tous aller retourner à la Terre. Et voilà. Donc je pense qu'il y a plein d'histoires à raconter là-bas. Il y a quelques expériences sur YouTube justement d'éco-hameaux, de retour. Effectivement, c'est vrai que c'est pas si simple qu'on l'imagine. Il y avait un film il n'y a pas longtemps qui s'appelle Le vent tourne, qui était intéressant puisque c'était justement des jeunes avec plein d'idéaux agriculture et qui sont rattrapés un peu par d'autres choses, pas forcément des choses techniques mais des choses humaines aussi. Donc c'est intéressant. Je pense que il y a plein d'histoires à raconter sur cette transition. Ok, écoute, juste une dernière chose, c'est si on veut vous joindre, est-ce que vous avez un site internet? Oui, tout à fait. Alors on a un site internet qu'on peut trouver à Pixetic avec un K à la fin. Il y a nos adresses mail à ma cofondatrice Camille et moi. Ok, merci beaucoup Morgane. Merci à toi Alexis.